Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents à cette conférence durant laquelle j'aurai le plaisir de vous présenter l'actualité réglementaire et normative du pôle amiante de la DGT. Alors, sur cette présentation, quelque chose d'assez classique, à savoir que je vais d'abord débuter par une présentation des actualités récentes, donc quelque chose de très neuf du coup, tout à la fois en faisant le point sur la finalisation du dispositif de repérage amiante avant travaux, le RAT, mais par ailleurs également en abordant certains textes réglementaires soit récemment publiés, soit dont la publication est imminente. Et puis dans un second temps, et là aussi comme classiquement, je ferai avec vous un petit tour d'horizon des différents travaux projetés. Alors, à la fois au niveau européen, avec la question de la révision de la directive amiante de 2009, mais également au niveau national, avec certains chantiers d'importance et tout particulièrement la mise en place au niveau national de la plateforme des maths amiantes, mais sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir et, comme on l'a dit, sur laquelle un atelier se tient cet après-midi. Et enfin, et là encore comme classiquement, je terminerai par un petit tour d'horizon, finalement, des perspectives d'évolution de la réglementation issue du décret du 4 mai 2012, notamment en indiquant un petit peu quel est notre calendrier estimatif cette année. Alors, tout d'abord, les actualités récentes, et notamment le sujet de la finalisation du RAT. Bon, deux mots, si je peux me permettre, pour replanter le contexte, même si je pense que la chose est connue. L'article L4412-2, qui a été inséré dans le Code du travail via la loi du 8 août 2016, a finalement mis à la charge d'un certain nombre de personnes, que sont notamment le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage d'un chantier du BTP, mais également les propriétaires, notion nouvelle puisque jusqu'alors jamais appréhendée par le Code du travail, une obligation de repérage de l'amiante préalablement à toute opération comportant un risque d'exposition des travailleurs à l'amiante. Alors, cependant, l'article législatif n'était pas autoporteur, bien évidemment, et ceci a nécessité l'adoption assez rapide d'un décret, le décret du 9 mai 2017, qui est vraiment notre référence au niveau de la DGT, qui finalement pose un certain nombre de principes, notamment en circonscrivant le champ de cette obligation, en listant 6 domaines d'activité concernés, en fixant une rédaction transverse, et j'insiste sur ce point, c'est vraiment des principes communs aux 6 domaines d'activité, un certain nombre de principes donc, qui après ont vocation à être déclinés dans chaque arrêté d'application. Et ça, c'est un point à garder à l'esprit, ça veut dire que pour que le dispositif de RAT puisse entrer en vigueur dans chacun des domaines d'activité, il faut nécessairement que l'arrêté d'application ait été publié, mais par ailleurs également qu'il soit entré en vigueur. Et ça, j'aurai l'occasion de revenir dessus dans le cadre de cette conférence. Et enfin, dernier point, il fixait une date unique pour l'entrée en vigueur du dispositif de RAT, à savoir le 1er octobre 2018. J'ai déjà eu l'occasion de le dire l'année dernière, mais vous savez que cette date, elle ne pouvait tout simplement pas la tenir, et ce principalement puisque la DGT a fait le choix, pour la définition de méthodologie de RAT dans chaque domaine d'activité, de passer par des travaux de normalisation. Ce principalement pour avoir finalement des méthodes qui soient adaptées aux besoins, aux contraintes spécifiques et puis également la terminologie propre à chaque domaine d'activité. Et c'est ce qui implique finalement que dans le schéma de travail de la DGT, on a systématiquement la publication de la norme avant la rédaction et l'adoption de l'arrêté d'application. Alors, l'écueil possible de cette démarche, on en avait parfaitement conscience à la DGT, c'était finalement de risquer d'arriver à une grande disparité d'un domaine d'activité à un autre en termes de méthodologie. Et finalement, on a pu l'éviter, puisque tous les groupes de normalisation ont réussi à travailler sur la base d'un document de travail commun, qui était la première norme relative au RAT dans le domaine des immeubles bâtis, à savoir la NFX 46020, je me permets cette référence, d'août 2017, qui a effectivement servi finalement de support de travail à l'ensemble des groupes de normalisation. Alors, petit état des lieux des travaux de normalisation. Aujourd'hui, je peux vous avancer que l'ensemble de ces travaux de normalisation sont achevés, puisque vous le voyez, aujourd'hui, l'ensemble des domaines d'activité sont aujourd'hui pourvus de leurs normes de référence. Et je le précise dès à présent, mais là aussi j'aurai l'occasion d'y revenir, la norme de référence, dès sa publication, constitue la règle de l'art en la matière. Et donc, il y a tout à fait légitimité, dès cette publication, à ce que les donneurs d'ordre, tout particulièrement, référencent cette norme dans leurs pièces contractuelles relatives au repérage amiante avant travaux. Mais je vais revenir un peu plus tard sur ce point-là. En tout cas, avec cette diapositive, vous pouvez voir, puisque vous voyez qu'il y a des couleurs différentes, que toutes ces normes sont aujourd'hui pas encore appréhendées de la même façon par l'autorité réglementaire, puisque vous avez d'un côté des normes qui sont rendues obligatoires, c'est les normes en rouge, ce qui veut donc dire qu'elles sont accessibles gratuitement sur le site de l'AFNOR, et vous avez d'autres normes qui aujourd'hui n'ont pas ce caractère obligatoire. Alors,
Pour certaines, ce n'est que du provisoire, puisque on vise bien à la publication de l'arrêté d'application, et c'est l'arrêté d'application qui permettra ce caractère obligatoire, et c'est notamment le cas pour le domaine d'activité des immeubles non bâtis. Pour une autre, par contre, le domaine d'activité des immeubles bâtis, donc la norme que j'ai précédemment citée, ben là, c'est un choix interministériel. Et donc, dans ce domaine d'activité, finalement, le fait de se conformer à la norme, aujourd'hui, n'emporte que présomption de conformité aux exigences réglementaires. Enfin, dernier point qu'on voit avec cette diapositive, ben finalement, le temps de la normalisation, ce n'est pas le temps réglementaire, puisque la normalisation, par essence, c'est la recherche d'un consensus entre partenaires. Et donc, ben, nécessairement, ça prend un certain temps. Et malgré finalement un travail en un temps record, parce que rendez-vous compte quand même que 7 normes ont pu être publiées finalement en à peu près 3 ans, et ce avec et grâce à une importante implication de tous les partenaires professionnels qui ont participé à ces travaux et que je tiens encore une fois à remercier aujourd'hui. Malgré tout cela, bien évidemment, il était tout simplement impossible de respecter la fameuse date du 1er octobre 2018. Donc, et j'en aurais fini avec cette vignette par rapport aux quelques éléments de rappel, on a forcément dû adopter un décret modificatif, le décret du 27 mars 2019, qui notamment remplaçait la date unique du 1er octobre 2018 par une série de dates, un calendrier provisionnel en fonction finalement de l'état d'avancée de travaux de normalisation au moment de l'adoption de ce décret. Alors, quel est l'état d'avancée de nos textes réglementaires? Parce que la norme est la première étape, mais malgré tout, comme je l'ai dit, il faut bien des arrêtés d'application. Donc aujourd'hui, nous avons 5 arrêtés qui sont publiés, et finalement dans à peu près tous les domaines, à l'exception du domaine d'activité des immeubles non bâtis. Alors il y a quand même une logique à cela, c'est le dernier domaine à avoir été pourvu de ces normes de référence. Alors je vais revenir un petit peu plus tard sur les projections au niveau de la DGT concernant la publication des arrêtés d'application dans ce domaine d'activité. Par contre, je souhaiterais attirer votre attention sur un point, j'en ai déjà dit quelques mots, à savoir que concernant les derniers arrêtés publiés, donc c'est le domaine d'activité des aéronefs, le domaine 5, ou le domaine des installations industrielles, le domaine 6, finalement, on trouve 2 dates d'entrée en vigueur dans les arrêtés, à savoir une date d'entrée en vigueur immédiate qui concerne la formation des opérateurs de repérage, et une date d'entrée en vigueur différée qui correspond à tout le reste. Et quand je dis tout le reste, y compris les dispositions qui renvoient à la norme qui fixe la méthodologie de repérage. Et donc, si vous avez bien suivi l'introduction de départ, ça veut dire que dans les domaines d'activité en question, quand bien même l'arrêté est publié, mais n'est pas encore entré en vigueur, le dispositif de RAT n'est pas encore en application. Il faut que l'arrêté soit publié et entré en vigueur pour permettre l'intégralité de l'application du dispositif de RAT. Alors, pourquoi ce décalage? Pourquoi ce temps? Finalement, parce que il nous faut composer avec le choix que nous avons fait, à savoir de passer là aussi par des formations certifiantes, pas au sens de la certification type COFRAC, mais bien de la certification type formation professionnelle, ce qui implique de passer par France Compétences pour les organismes de formation qui souhaitent se lancer dedans. Et bon, c'est indéniablement un gage de qualité des formations en question, mais du coup, le temps d'enregistrement des formations par France Compétences est un temps certain, pour pas dire un certain temps. Et donc finalement, l'expérience que nous avons eue avec certains domaines d'activité, les navires, le matériel ferroviaire, nous a clairement montré qu'il fallait laisser ce délai de façon à ce que les organismes de formation puissent tout à la fois enregistrer leur formation, puis dispenser les sessions, et ainsi permettre, lorsque le dispositif entre pleinement en vigueur avec, de plus, les sanctions répressives et administratives à l'encontre des donneurs d'ordre, de pouvoir leur garantir la mise à disposition d'opérateurs de repérage formés et en nombre suffisant. Alors, par ailleurs, donc je vous ai présenté les arrêtés déjà publiés, et il y a à l'esprit quand même que nous avons depuis dû revenir sur certains arrêtés. Alors, lesquels? Alors, il y en a un, c'est un petit peu décalé par rapport au dispositif de RAT, mais ça l'intéresse tout de même. C'est le premier sur les immeubles bâtis, puisqu'il s'agit en réalité du dispositif de certification de personnes des diagnostiqueurs. Donc là, je pense que la plupart des gens dans l'assistance le savent, il a fallu remplacer l'arrêté du 8 novembre 2019 par l'arrêté du 24 décembre 2021, tout simplement parce que le précédent avait été annulé par le Conseil d'État du fait qu'il rendait obligatoire une norme européenne, celle qui fixe des exigences à l'encontre des organismes délivrant les certifications de personnes, sans avoir veillé à la rendre gratuitement accessible. Mais si je vous en parle ce matin, c'est aussi parce que cet arrêté, finalement, est le premier
à référencer le dispositif de rate. Donc c'est un arrêté que nous avons signé, et là aussi c'est le premier que le ministère du Travail signe. Et donc finalement cet arrêté, le premier, a tracé une véritable passerelle entre d'un côté le dispositif de rate et de l'autre côté le dispositif de certification de personnes des diagnostiqueurs. En outre, et là, la DGT a beaucoup poussé pour, cet arrêté prend en considération, notamment dans les évaluations pratiques des diagnostiqueurs, un certain nombre de points issus soit de la norme NFX 46020, soit du dispositif de rate lui-même, et notamment la capacité des opérateurs certifiés avec mention à pouvoir estimer la quantité de MPCA, de matériaux ou produits contenant de l'amiante identifiés. Et puis, nous avons également dû revenir finalement sur notre premier arrêté, l'arrêté navire du 19 juin 2019. Alors pourquoi? Bien d'abord parce que finalement une clarification a été rendue nécessaire concernant son champ d'application. Ça paraissait une évidence, mais visiblement ça n'était pas pour tous. Il a fallu clairement dire que tout navire battant pavillon français, puisque vous savez que pour un navire s'applique la loi du pavillon, tout navire battant pavillon français contenant de l'amiante à bord, ou en tout cas susceptible d'en contenir, et concerné par la programmation de travaux, était concerné par le dispositif de repérage amiante avant travaux, peu important que l'armateur relève du droit privé ou du droit public. Et je pense que vous voyez un peu à qui je fais référence, à savoir au premier chef, la Marine nationale. Donc cette clarification a été faite et aujourd'hui, sans ambiguïté, la Marine nationale relève bien du dispositif de rate. Et par ailleurs, là encore, il a fallu mieux prendre en considération la spécificité des ouvrages que l'on investigue, à savoir les navires qui, comme je l'ai dit, se déplacent ailleurs qu'en France, ce qui finalement complexifiait considérablement le dispositif de formation des opérateurs dans ce domaine. Puisque, alors, ceux qui en tout cas ont lu à la loupe cet arrêté, les opérateurs doivent suivre un tutorat sous la supervision d'un autre opérateur expérimenté qui doit porter sur un laps de temps limité sur au moins 5 navires, bateaux, engins flottants ou autres constructions flottantes. Et donc, bien évidemment, on tablait beaucoup sur des navires battant pavillon français, mais le problème, c'est qu'ils sont pas tous mouillants dans les ports de France. Donc finalement, pour simplifier l'affaire et éviter d'avoir plusieurs opérateurs de repérage qui s'étaient lancés dans la procédure et qui finalement, si je peux permettre ce jeu de mots, restaient à quai, faute de pouvoir terminer leur tutorat, nous avons allongé le délai en le faisant passer de 12 à 24 mois par cet arrêté modificatif. Alors, maintenant que j'ai un petit peu parlé des arrêtés qu'on a modifiés, les arrêtés qu'on doit encore prendre. Donc, comme je l'ai dit, c'est exclusivement le domaine d'activité des immeubles non bâtis. Alors, bien évidemment, nous avons travaillé sur ces arrêtés. Au premier chef, l'arrêté relatif au repérage dans les infrastructures de transport, les réseaux et les ouvrages de génie civil, qui, historiquement, est le premier qui a été doté de sa norme de référence. Mais même si les travaux ont été constructifs avec notre partenaire interministériel, la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mobilité, donc la DGITM, ils ont connu un coup d'arrêt parce qu'on a été confronté finalement au positionnement adopté en la matière par les collectivités territoriales, notamment leurs représentants, que ce soit Association des maires de France ou Association des départements de France, c'est-à-dire une grosse catégorie de donneurs d'ordre, à qui nous avons effectivement exposé notre projet et qui finalement nous ont fait part d'un rapprochement, j'oserais même dire une confusion, entre finalement la logique de rate, donc on peut repartir à l'essence même, repérage amiante avant travaux, ce qui suppose donc un programme de travaux et ce qui suppose un repérage circonscrit au périmètre des travaux, avec une logique patrimoniale qu'un certain nombre de collectivités territoriales adoptent depuis maintenant un certain nombre d'années et consiste à rechercher la présence d'amiante dans leurs ouvrages, peu important et sans être corrélé à la programmation imminente ou même ultérieure de travaux. Mais donc on voit bien qu'on n'est plus du tout sur une logique de rate. Et s'il n'est pas incongru d'appliquer à cette logique patrimoniale la méthodologie du RAT, forcément, ça n'a plus du tout le même coût qu'un RAT circonscrit et conditionné au périmètre de travaux projetés. Donc finalement, on en est arrivé à une situation où, côté DGT comme DGITM, il nous paraît nécessaire d'organiser une réunion interministérielle que l'on espère à l'automne 2022, de façon à pouvoir dépasser cette situation avec les représentants des collectivités territoriales et, in fine, pouvoir poursuivre les procédures de consultation concernant cet arrêté. Voilà pour le premier. Quant au second, finalement, la logique est un peu la même dans le sens où on retrouve les collectivités territoriales comme grosse catégorie de donneurs d'ordre et donc finalement les problèmes du premier arrêté risquent demain d'être les problèmes du second.
Donc évidemment, nous n'avons pour l'instant pas poursuivi nos travaux réglementaires tant que nous n'avons pas les retours de la réunion interministérielle dont j'ai parlé, de façon à, sur ces travaux également, pouvoir avancer correctement et efficacement. Par contre, j'insiste, et j'en ai déjà parlé, et c'est vraiment pour que vous l'ayez bien à l'esprit, lorsque ces arrêtés seront pris, ils comporteront eux aussi 2 dates d'entrée en vigueur. Comme je l'ai expliqué, une immédiate pour la formation des opérateurs et l'autre différée pour le reste du corps de l'arrêté, incluant les renvois à la norme des références, y compris pour lui donner caractère obligatoire. Alors, cette vignette est extrêmement chargée, je m'en excuse, mais justement, elle est assez importante, et je reviens 2 secondes sur cette période transitoire. J'ai déjà expliqué ce qui la justifie, mais maintenant, je vais vraiment insister sur ces aspects pratiques, puisque je me permets de revenir 2 secondes, j'en ai déjà parlé sur l'arrêté navire et l'arrêté matériel roulant ferroviaire. Ces 2 arrêtés, nous les avions impliqués dans leur intégralité à la date prévue par le décret de mars 2019, donc à la date du 1er janvier 2020. Et au 1er janvier 2020, eh bien, nous n'avions aucun organisme de formation qui avait pu enregistrer sa formation certifiante à France Compétences. Donc, aucune session de formation dispensée. Donc, aucun opérateur réglementairement formé, alors même que le dispositif s'appliquait dans son intégralité, impliquant les sanctions administratives ou répressives dans l'hypothèse où le donneur d'ordre ne faisait pas appel à un opérateur de repérage réglementairement formé. Vous voyez bien le souci. Donc on a réglé ça en indiquant que le donneur d'ordre pouvait, pendant cette période-là et le temps que les opérateurs soient formés, donner ces missions à des opérateurs encore non réglementairement formés, la condition étant quand même que ces derniers appliquent les lignes méthodologiques. Et puis, entre-temps, l'essentiel a été fait pour que progressivement un nombre suffisant d'opérateurs soient formés, ce qui bientôt nous laisse espérer que nous puissions sortir de cette situation et imposer l'application pleine et entière du dispositif et donc de passer par des opérateurs réglementairement formés. Mais bon, vous voyez bien que c'est une situation complexe que nous souhaitons autant que faire se peut éviter. Et même avec nos périodes transitoires, parfois, on se rend compte qu'on calcule pas forcément juste, puisque pour l'arrêté aéronef, il y a bien une période transitoire. L'arrêté ne s'applique qu'au 1er janvier 2023. Et le problème, c'est que l'organisme de formation qui s'est décidé à se lancer dans ce domaine d'activité, il n'a pas aujourd'hui sa formation certifiante enregistrée. Donc, il est assez probable qu'au 1er janvier 2023, il n'ait pas encore pu dispenser un nombre de sessions de formation suffisantes. Et vous voyez bien que, du coup, ça risque de nous obliger, là encore, dans ce domaine d'activité, à mettre en place, encore une fois, cette disposition, cette situation un peu dégradée pour tenir compte de la réalité de la situation. Donc, véritablement, on ne s'amuse pas à se faire des nœuds au cerveau avec cette période transitoire. C'est vraiment indispensable à cause des contingences propres à France Compétences. Mais encore une fois, gage d'une qualité et d'un sérieux de la formation dispensée. Alors du coup, donc période transitoire, elle est même double, parce qu'on voit qu'il peut y avoir une période entre la date de publication de la norme et puis la date de publication de l'arrêté, et donc j'en ai longuement parlé. Et il y a également une date, une période pour l'entrée en vigueur de l'arrêté déjà publié, en tout cas dans la plénitude et la totalité de ses dispositions. Alors on pourrait se dire, pendant ce temps-là, on attend. Alors nous, on ne recommande absolument pas d'attendre, parce que, et je l'ai déjà dit, je le répète, dès sa publication, la norme des références constitue la règle de l'art en la matière. Donc la position de la DGT, je l'affirme haut et fort aujourd'hui, c'est d'inciter tous les protagonistes, au premier chef desquels les donneurs d'ordre, dès aujourd'hui, dès la publication de la norme, à référencer les nouvelles normes, qui constituent encore une fois la référence pour la méthodologie de repérage, de façon à pouvoir effectivement solliciter des opérateurs de repérage qu'ils maîtrisent ces lignes méthodologiques. Et y compris demander aux 10 opérateurs, dès à présent, de bien veiller à choisir pour l'analyse des échantillons qu'ils prélèvent un laboratoire titulaire de la bonne portée d'accréditation selon les dispositions de l'arrêté du 1er octobre 2019, c'est-à-dire celui qui fixe les techniques analytiques et les portées d'accréditation. Alors, quel est le caractère contraignant de tout cela, vous me demanderez? Il n'y en a pas, puisque, encore une fois, le dispositif aujourd'hui n'est pas entré en vigueur. Donc, il n'y a pas un caractère coercitif. Donc, il n'y a pas de disposition répressive ou d'ailleurs administrative à l'encontre des donneurs d'ordre qui ne suivraient pas cette recommandation. Mais maintenant, il ne faut pas perdre de vue que c'est dans une logique d'évaluation des risques. Donc, c'est quand même aux donneurs d'ordre de veiller le plus possible à assurer toute la protection nécessaire pour l'opération qu'ils projettent. Avec en plus un élément qu'il ne faut pas perdre de vue, à savoir que tous les arrêtés déjà publiés, mais également ceux qu'on publiera, comportent et comporteront une disposition qui indique expressément
que les rates qui ont été réalisées avant leur entrée en vigueur, mais conformément aux lignes méthodologiques de la norme de référence, et quand bien même ça aurait été réalisé par un opérateur encore non formé réglementairement, puisqu'on voit bien qu'il faut un certain temps pour que ces derniers se forment, eh bien, tous ces rates sont considérés comme conformes au dispositif de rate une fois entré en vigueur, et donc pleinement opposables une fois l'arrêté entré en application. Donc on voit bien qu'il y a quand même, pour les donneurs d'ordre qui anticiperaient l'entrée en vigueur du dispositif de rate, un avantage sanitaire indéniable, puisque là, pour le coup, la méthodologie est celle mise en avant par tous les professionnels du domaine d'activité, un avantage aussi juridique, puisque finalement, les rates réalisées antérieurement à l'entrée en vigueur sont finalement des rates opposables, et donc si ultérieurement à l'entrée en vigueur, on a une nouvelle opération, ils pourront parfaitement permettre de fonder en tout ou partie une dispense, et donc éviter d'avoir réalisé un nouveau rate. Et puis, dans l'absolu, même si évidemment il n'y a pas de contentieux pénal possible, puisqu'encore une fois le dispositif n'est pas applicable et donc les sanctions ne sont pas encore opposables, il y a quand même un avantage parce que ça permettra d'éviter un certain nombre de contentieux ultérieurs. Alors plus sur des terrains, pour le coup, de réparation. Des contentieux avec les entreprises de travaux qui pourraient se plaindre de ne pas avoir finalement un rate conforme à la norme de référence, ou un contentieux avec des travailleurs qui pourraient ultérieurement s'inquiéter d'avoir été exposés dans le cadre de l'activité faute d'un rate conforme à la norme de référence et du coup brandir potentiellement le préjudice d'anxiété. Donc notre message est clair, anticipation. Alors, par ailleurs, mais cela je pense que vous en avez tous conscience, un dispositif aussi ambitieux que le rate, forcément s'accompagne d'une politique, d'une campagne de communication et de sensibilisation des acteurs. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler l'année dernière. Depuis 2020, la DGT a publié un certain nombre de communications, que ce soit dans le domaine d'activité des immeubles bâtis ou que ce soit en lien avec l'arrêté du 1er octobre 2019. Et donc, nous poursuivons, puisque cette année, en mai 2022, avec l'aide de la Direction générale de l'aviation civile, nous avons également publié une plaquette et un guide relatif au repérage dans les aéronefs. Et nous avons bien évidemment l'ambition, avec la publication des arrêtés du domaine d'activité des immeubles non bâtis, à là encore faire des communications. Par contre, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y a pas que la DGT qui communique, et notamment dans le domaine d'activité des immeubles non bâtis. Eh bien, les membres de la commission de normalisation, celle du BENTRA, qui ont élaboré finalement les deux normes de référence, eh bien, ont également souhaité l'élaboration de guides d'application en lien avec les dites normes. Et donc, vous avez aujourd'hui des travaux auxquels participe la DGT en vue de l'élaboration du guide, tant pour le repérage dans les infrastructures de transport, les réseaux, les ouvrages génie civil, d'une part, que dans le domaine de l'amiante environnementale. Avec la première série des guides, ceux pour les infrastructures de transport, dont la publication devrait finalement jouxter la publication de l'arrêté. Donc, si vous avez suivi ma présentation, plutôt fin d'année ou début d'année prochaine. Et l'autre guide, relatif à l'amiante environnementale et piloté par le CEREMA, qui devrait plutôt voir une publication dans le courant du premier semestre 2023. Mais ces guides sont vraiment d'importance, parce que d'une part, ils apportent des clés de lecture aux différents protagonistes, au premier chef desquels les donneurs d'ordre, et de l'autre côté, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais du coup, on le retrouve dans les guides. Il donne également des indications sur les dispositions que peuvent prendre les acteurs et notamment les donneurs d'ordre pendant la fameuse période transitoire avant la publication de l'arrêté, puis avant l'entrée en vigueur de l'arrêté d'application. Donc, on ne saurait de notre côté que recommander la lecture de ces documents dès publiés. Alors, le RAT, c'est important, mais il n'y a pas que le RAT dans la vie. Nous avons également quand même d'autres publications. Alors, il y en a une que vous connaissez puisqu'elle a été publiée au mois d'août, c'est l'arrêté qui finalement vient en remplacement de l'arrêté du 14 décembre 2012, c'est-à-dire l'arrêté sur la certification des entreprises de traitement de l'amiante. Alors, je vous rassure, on ne fait pas table rase du passé. En fait, on a remplacé tout simplement pour que ça soit plus lisible, mais en réalité, le dispositif de certification et d'accréditation a été repris à l'identique. L'objet de cet arrêté, c'est plus d'apporter des précisions ou de rapatrier dans le champ réglementaire des positions que jusqu'alors nous avions prises, mais via des notes de la DGT, donc au titre de notre doctrine administrative. Alors c'est bien, mais c'est ce que l'on appelle de la soft law, ou du droit mou, si vous préférez. Et donc ça n'a quand même pas la même valeur en cas d'éventuel contentieux devant un juge. Donc du coup, avec cet arrêté, d'une part, au premier chef, on fait un petit rappel, principalement pédagogique, mais ça a l'avantage d'être dit, puis ça clarifie les choses. On rappelle quand même que les organismes certificateurs des entreprises de traitement de l'amiante, dans le cadre de cette activité, agissent en qualité de délégataires de services publics et donc sont régis eux aussi, alors pas en totalité, mais quand même en grande partie, par le Code des relations entre le public et l'administration.
Et puis ça pose aussi des lignes pour les contentieux. C'est devant la juridiction administrative et pas devant une juridiction judiciaire privée. Par ailleurs, on explicite certains points qui figuraient déjà dans l'arrêté. Je pense notamment à la question de la suspension de l'accréditation d'un organisme certificateur, mais sans explicitation. Donc là, on apporte effectivement une sécurisation en indiquant comment l'organisme certificateur fait pour récupérer son accréditation, mais aussi en indiquant des lignes directrices à destination des entreprises elles-mêmes certifiées. On insère, comme je l'ai dit, dans le champ réglementaire un certain nombre de positions qu'on avait définies par voie de note. Donc vous voyez que c'est tout aussi bien le périmètre de la certification en cas d'entreprise multiple, enfin d'établissements multiples, les transferts de certification, le champ des écarts que l'on peut relever, et la notion de constat dans l'hypothèse des audits inopinés et infructueux. Et enfin, c'était presque devenu une incongruité, on abroge les arrêtés du 22 février 2007 concernant l'ancien dispositif de certification friable et non friable à risque particulier. Mais il y a également des arrêtés en devenir. Donc nous avons effectivement un arrêté qui est relatif à la révision de plusieurs textes liés à la prévention du risque amiante, également daté du 25 juillet 2022, mais pas encore publié, pour de bêtes questions de signature. En réalité, la Direction générale de la santé s'est rendu compte, mais un peu tard, qu'un autre ministre délégué devait également signer cet arrêté. Donc c'est simplement pour cette raison qu'aujourd'hui l'arrêté n'est pas publié, mais il va l'être, puisque de toutes les façons sa rédaction fait consensus entre les ministères intéressés. Et alors à quoi servira cet arrêté? Tout d'abord à référencer la nouvelle version de la NFX 43050, celle publiée en juillet 2021 par l'AFNOR, et ce, dans tous les textes qui citaient la précédente version. Donc aussi bien des textes purement métrologiques, les arrêtés du 19 août 2011 sur les mesurages environnementaux, l'arrêté du 14 août 2012 pour les mesurages en environnement professionnel, l'arrêté du 1er octobre 2019 pour la recherche d'amiante dans les matériaux, et puis également l'arrêté du 8 avril 2013, puisque c'est lui qui fixe l'obligation pour les entreprises de désamiantage de faire la mesure qu'on appelle la mesure de restitution ou la mesure libératoire. Et par ailleurs, dans 3 de ces arrêtés, à savoir tout sauf l'arrêté du 1er octobre 2019, on rend cette norme obligatoire. Donc on adopte une rédaction qui montre bien que la dite norme est obligatoire. En outre, on apporte des précisions au contenu de l'arrêté du 1er octobre 2019, et notamment en cas d'échantillon multicouche. On a effectivement adopté une nouvelle rédaction qui dit clairement qu'en cas d'échantillon multicouche, on ne peut pas forfaitiser les prélèvements, et donc on ne peut pas forfaitiser les analyses. Et ça, c'était vraiment rendu nécessaire du fait de remontées de terrain que nous avions concernant le domaine d'activité des immeubles bâtis, où visiblement une tendance à la forfaitisation se dessinait. Enfin, et toujours dans l'arrêté du 8 avril 2013, on est venu référencer la dernière version de la norme NFX 46, j'ai mis 43, mais c'est 46021, donc celle publiée en septembre 2021, et relatif à l'examen visuel en fin de travaux, pour indiquer que c'est bien celle-ci maintenant que doivent suivre les entreprises de désamiantage pour ces travaux, pour cette phase de repli, avec cependant une rédaction à l'identique, c'est-à-dire une rédaction qui indique que le respect de cette norme n'emporte que présomption de conformité. On n'est pas du tout sur un caractère obligatoire. Alors voilà pour les actualités récentes. Maintenant, quelques mots sur les perspectives d'évolution, où vous allez voir qu'on a également beaucoup de choses à faire. Et tout d'abord à court terme, en débutant, hiérarchie des normes oblige, par la question de la révision de la directive amiante. Donc ça, je pense que vous le savez tous dans la salle, et du reste, on en a déjà parlé l'année dernière, mais en 2021, la Commission européenne a pris l'initiative de lancer une révision législative de la directive de 2009, en mettant finalement sur la table 2 gros dossiers. D'un côté, l'abaissement de la VLEP européenne amiante, actuellement de 100 fibres par litre sur 8 heures, avec plusieurs hypothèses, 10 fibres par litre comme en France, 2 fibres par litre comme en Hollande, avec un certain flou entourant la chose, mais enfin bon bref, et 1 fibre par litre comme proposé par l'Agence européenne des produits chimiques, c'est-à-dire l'ECHA. Mais non seulement ça, mais également une réflexion sur les techniques analytiques, puisque à l'heure actuelle, dans la directive, c'est la MOCP qui est encore prévue. Vous savez tous ici les limites intrinsèques de la MOCP, notamment en termes de décompte de fibres d'amiante. Et donc, l'orientation irait plutôt vers une technique d'analyse électronique avec plusieurs possibilités. La META, comme en France, peut-être la MEBA, comme utilisée en Allemagne et en Hollande. Bon, en tout cas, des réflexions proposées là-dessus. Et la Commission a lancé un certain nombre de sondages auprès de différents acteurs, les États, les organisations professionnelles, les syndicats, les préventeurs et ainsi de suite, afin de recueillir leurs positions respectives, sans toutefois que puisse se dessiner un consensus sur la question.
Alors quand même des tendances se sont dessinées. On a bien vu que les représentants des États, comme ceux des employeurs, s'orientaient vers l'option 10 fibres par litre, et les représentants des États s'accordaient sur le principe d'une technique analytique électronique. Bien. Donc voilà à peu près à quel point on en est sur l'initiative de la Commission. Parallèlement, le Parlement européen a rebondi sur le sujet pour finalement adopter une résolution, fin octobre 2021, pour finalement inciter la Commission à aller bien plus loin. Alors, ceux qui l'ont lu auront vu que dans cette résolution, on retrouve beaucoup, pour pas dire presque tout, de la réglementation française. Donc sur le principe, très bien. Enfin, en tout cas, nous, on ne peut s'en plaindre. Mais il n'y a pas que ça. Il y a quand même aussi beaucoup d'autres propositions qui, si elles sont d'une logique de prévention indiscutable, par contre, vont générer beaucoup de difficultés pour leur réalisation pratique sur le terrain. Alors, j'en veux pour exemple l'hypothèse de la VLEP à 1 fibre par litre en méta. Très clairement, ça va rendre les choses très compliquées. Très compliquées en l'état des protections existantes, très compliquées en l'état des techniques analytiques existantes. Et puis, il y a quand même aussi une question de cohérence, même si on est d'accord, ça va évoluer à terme, avec la valeur de gestion du Code de la santé publique. Je prends un autre exemple, je ne vais pas énumérer toutes les positions de la résolution, mais également de la proposition de procéder au retrait systématique de l'amiante une fois identifié, sauf impossibilité technique avérée. On voit bien l'idée, et en soi, l'idée est tout à fait défendable, louable. Maintenant, sur un certain nombre de domaines, ça risque d'être compliqué. Et puis, qu'est-ce qu'on fait des exutoires? Parce qu'on sait qu'ils sont remplis. Donc, une telle logique ne peut pas se mettre ainsi sans s'accompagner finalement d'une réflexion d'ampleur sur, in fine, le traitement des déchets amiantés. Alors, quelle est la position française sur le sujet? Aujourd'hui, la France est surtout prononcée sur le principe de la révision de la directive, par le biais d'une note aux autorités françaises adressée à la Commission européenne en mars 2022, par le biais de laquelle, finalement, nous avons proposé, suggéré de s'aligner au niveau européen sur la VLEP existante en France depuis le 2 juillet 2015, donc les 10 fibres par litre sur 8 heures, avec la technique analytique en méta pour décompter les fibres longues comme les fibres fines d'amiante, et par ailleurs, au niveau européen également, d'introduire le principe du repérage amiante avant travaux à la charge du donneur d'ordre. Donc voilà les positions actuellement exprimées par la France. Mais finalement, quelles sont les étapes suivantes? L'étape suivante, c'est évidemment l'attente de la publication par la Commission européenne de la nouvelle version de la directive. Alors, le suspense va être court. La publication, normalement, c'est demain. Et quand je dis demain, c'est vraiment demain, c'est-à-dire le 28 septembre. Donc, sous peu, nous aurons enfin une visibilité de ce que propose la Commission. Et dès que cette proposition va être publiée, elle va être scrutée par tous. Le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen, chacun s'attachant à définir une position vis-à-vis de cette Commission. Puis, il y aura également ce que l'on appelle des trilogues, des échanges interinstitutionnels pour essayer de définir un texte commun. Enfin, en tout cas, s'attacher à le faire. Et le rôle de la DGT dans tout ça, qui participera à toutes ces étapes, ça va être finalement de donner des clés de lecture et de proposer des orientations aux autorités françaises dans le cadre de ces échanges européens. Mais aujourd'hui, je suis bien mal en peine de vous en dire plus, puisque dans toute honnêteté et transparence, nous n'avons aucune visibilité au niveau de la DGT quant au contenu qu'aura cette directive. Donc, comme vous, je découvrirai la chose demain lorsque la Commission publiera sa directive. Voilà pour l'aspect européen. Je passe sur les chantiers nationaux, mais je vais vraiment me focaliser sur l'un, et encore sur celui-ci, je serai bref, puisque vous avez un atelier l'après-midi sur le sujet, à savoir la généralisation sur l'ensemble du territoire national de la plateforme des amiantes. Donc je ressors la petite vignette qu'on vous présente à chaque fois pour rappeler que des amiantes, ce n'est pas un dispositif de dépôt de PDRE en format dématérialisé fait avec d'autres supports, mais c'est une aide en ligne à la rédaction et à la transmission des PDRE. Les PDRE, c'est les plans de démolition, de retrait et d'encapsulage. Bon, des amiantes poursuit plusieurs objectifs. Là, sincèrement, je veux aller très rapidement parce que je pense qu'elles sont déjà connues de vous tous et en tout cas, on les a déjà présentées à plusieurs reprises. On vise effectivement à simplifier l'élaboration, à simplifier la transmission et à la sécuriser en garantissant que tout se fera bien à destination du service de contrôle et de prévention compétent pour les connaître. Bien. Je rappelle également que nous avons
eu la nécessité, dans la mesure où nous faisions des Math-Amiante selon un mode agile, donc nécessairement évolutif, à un moment donné, de tester les fonctionnalités de la plateforme en conditions réelles de fonctionnement, et pour ce faire, de mettre en place ce que l'on appelle un pilote. C'était l'objet de l'arrêté du 17 mai 2021, qui a organisé le pilote en 2 phases. On est actuellement dans la 2e, avec le principe selon lequel toutes les opérations programmées sur les régions Pays de la Loire, Hauts-de-France, Normandie, Occitanie, La Réunion doivent être enregistrées sur des Math-Amiante et doivent également donner lieu auprès des organismes certificateurs aux déclarations qui leur sont nécessaires pour organiser les opérations de surveillance via des Math-Amiante. Bien, donc ça c'est le principe. Donc le pilote donne des résultats assez positifs, mais là je laisserai l'atelier de cet après-midi aborder plus en détail le sujet, et donc fort de ces résultats positifs, nous poursuivons, nous avons comme objectif maintenant la généralisation. Mais pour généraliser, il faut un cadre, puisque nous avons déjà des dispositions dans le cadre du Code du travail, issu du décret du 4 mai 2012, qui déjà organise le principe de l'établissement et de la transmission des plans de retrait. C'est pourquoi il nous faut prendre un décret en Conseil d'État, décret qui finalement va aborder un certain nombre de sujets, que ce soit le principe de l'obligation pour les entreprises et établissements certifiés d'avoir recours à des Math-Amiante pour établir et transmettre leur plan de retrait. Alors, une précision tout de suite, parce que la question peut se poser, nous ne touchons pas au contenu du plan de retrait. Les 18 points réglementaires demeurent à l'identique. Et ça, c'est conforme à la position, et je dirais même à la promesse que nous avons prise depuis le départ de l'engagement de des Math-Amiante, à savoir de le faire à droit constant. Et donc, sorti des dispositions nécessaires pour inscrire des Math-Amiante dans le paysage réglementaire, nous ne touchons pas aux dispositions déjà existantes. Mais bien plus, nous mettons tout en cohérence, puisque les 18 points ne changent pas, mais par contre, vous le savez, la version des plans de retrait à destination des organismes certificateurs comporte 2 points en plus, à savoir la question des services de secours et la question du repli. Eh bien, nous les intégrons, mais nous les intégrons à destination uniquement des organismes certificateurs dans la version du plan de retrait qui leur sera à destination. Nous introduisons également l'obligation d'avoir recours à cette plateforme pour toutes les modifications apportées au PDRE, en réexpliquant ce qu'est un avenant, ce qu'est une information. Nous introduisons également le principe d'horodatage, qui constituera le nouveau point de départ des délais d'information réglementaire des services de contrôle et de prévention. Nous reconsidérons les modalités de consultation sur site ainsi que les modalités de transmission, mais simplement pour l'adapter à l'existence d'un support en format dématérialisé. Et enfin, nous introduisons au niveau du décret l'obligation d'avoir recours à la plateforme pour pouvoir transmettre aux organismes certificateurs les éléments nécessaires pour l'organisation de leur opération de surveillance. Et tout le reste, c'est-à-dire tout l'aspect très technique, ça fera l'objet d'un arrêté d'application qui explicitera tout à la fois les modalités et conditions d'utilisation de la plateforme par les entreprises, mais également les éléments d'information que les organismes certificateurs doivent transmettre de façon à actualiser en continu la liste des entreprises qui peuvent avoir accès à la plateforme. Donc, on vient d'engager les procédures de consultation, et là encore, c'est imminent, puisque le Conseil d'orientation des conditions de travail, une autre instance de consultation, sera sollicité dès jeudi pour se prononcer sur cette plateforme et sur les textes des Math-Amiante. Alors, des Math-Amiante, mais pas que. Nous avons quand même d'autres objectifs de travaux, alors plus ou moins finalisés, plus ou moins achevés, avec tout d'abord une révision à devoir voir pour l'arrêté du 23 février 2012. Alors, pas d'emballement, c'est pas une révision en profondeur. C'est une révision qui vise surtout à mettre en cohérence ce dispositif avec la loi du 5 septembre 2018, la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment l'organisation et surtout la répartition de la phase dispense de la formation et la phase évaluation. Avec des questions, est-ce qu'on met en place des jurys d'évaluation, est-ce qu'on y arrive déjà, enfin bref. Mais donc cette réflexion est en cours et doit donner lieu à une évolution sur ce sujet de cet arrêté. Et puis, on a aussi un certain nombre de révisions projetées, ou à tout le moins réfléchies, dans le domaine de la métrologie. Alors, tout d'abord, de l'évidence, la révision de l'arrêté du 14 août 2012, puisque les travaux sur la révision du GX 46033, le guide d'application de la norme 16000-7, sont terminés. Et donc, il va y avoir bientôt la publication de ce fascicule. Donc, il va falloir forcément qu'on envisage un référencement de ce dernier dans l'arrêté du 14 août 2012. Mais on envisage également une révision du QR métrologie. Déjà, pour prendre en considération le FDX 46033, les nouveaux guides. Mais aussi pour articuler
finalement un point qui figure dans la 43-269 qu'on a rendu obligatoire, qui prévoit un objectif de mesurage qui porte sur le contrôle du respect de la VLEP, avec l'instruction du 16 octobre 2015, qui, elle, prévoit pas un objectif de mesurage, mais des modalités de calcul, selon des modalités que je vais pas réexpliquer ici, mais que forcément, il faut mettre en cohérence avec cet objectif de mesurage. Et puis, nous avons également le souhait, suite à des sollicitations qui nous ont été faites, eh bien, finalement je dirais pas toiletter, mais de renforcer un peu le question-réponse pour bien rappeler, dans le cas de mesurage qui se ferait au poste de travail pour répondre à un objectif réglementaire de mesurage, pour rappeler le rôle et aussi les responsabilités respectives de chacun entre, d'un côté, l'entrepreneur principal, donc celui qui fait les stratégies d'échantillonnage et qui fait le prélèvement, le laboratoire d'analyse et l'entreprise cliente, pour que, in fine, on ait des mesurages conformes aux dispositions de l'arrêté du 14 août 2012 et pleinement efficaces. Enfin, mais là c'est vraiment des réflexions, j'insiste bien là-dessus, rien n'est arrêté à ce jour, mais nous réfléchissons avec la Direction générale de la santé, qui est co-signé l'arrêté du 1er octobre 2019, tout à la fois sur le sujet de la préparation des échantillons pour analyse, puisque l'arrêté aujourd'hui impose une exigence de double grille, et donc nous nous interrogeons, et nous avons été interrogés sur la nécessité de cette double grille en tout cas de figure pour toute portée d'accréditation. Et par ailleurs, nous nous interrogeons également pour voir s'il y a possibilité, dans certaines situations, d'affiner, de pousser les critères de conclusion à la présence d'amiante naturelle, dans la distinction amiante naturelle, fragment de clivage, car les retours de terrain que nous avons montrent qu'il y a encore un certain nombre d'interrogations, de questions, pour pas dire d'incertitudes sur le sujet. Mais j'insiste, ce ne sont à ce stade que des réflexions menées avec la DGS. Les perspectives d'évolution, et j'en finirai avec ça, sur la période 2023-2025. Alors, arrivé à là, j'ai toujours un peu l'impression d'être dans l'Arlésienne, parce que j'ai conscience que chaque année, d'abord Sylvie, puis moi, nous vous répétons un peu les mêmes choses, mais la réalité, c'est que bien évidemment, nous avons toujours pour objectif, comme annoncé depuis 2015, de réviser le décret du 4 mai 2012 et ses arrêtés d'application, mais comme toujours et depuis 2015, nous avons besoin pour le faire d'un certain nombre de données, dont les résultats d'un certain nombre d'études qui sont actuellement en cours et pour certaines même qui ont été relancées cette année. Je pense particulièrement à la campagne visant à une procédure alternative de décontamination en cas de risque combiné amiante rayonnement ionisant, qu'on a vraiment relancé cette année, ou même à l'étude pilotée par l'IRSN, à l'Institut de Sécurité nationale de radioprotection, excusez-moi, concernant tout ce qui est home ventilé et tenue étanche ventilée. Et d'ailleurs, si Nathalie Gabert, l'ingénieure de prévention du pôle amiante, ne peut être aujourd'hui parmi vous aujourd'hui, c'est pour ça. C'est parce que aujourd'hui, elle est justement sur l'un de ces chantiers expérimentaux pour suivre son organisation et pouvoir s'assurer de la fiabilité des résultats obtenus. Donc, tant que nous n'aurons pas ça, et ça, nous ne l'aurons a priori pas avant au moins la fin du premier semestre 2023, on ne pourra pas se lancer dans ce travail, puisque ça nous est vraiment nécessaire, notamment pour pouvoir envisager une reconsidération des niveaux d'empoussièrement réglementaires. Une fois ce travail engagé, une fois que nous aurons défini les nouvelles orientations possibles de la réglementation, nous saisirons l'AFNOR, alors fin 2023, mais possiblement début 2024, pour solliciter finalement la réouverture des chantiers de normalisation, la NFX 46010 ainsi que la NFX 46011, à la lumière des orientations qui se dessineront sur les évolutions réglementaires prévisibles. Pendant tout ce laps de temps, nous poursuivons tout le travail, finalement, d'incitation et de montée en compétence des professionnels de l'amiante, toutes catégories confondues, que ce soit à la fois la finalisation de la mise en place de la formation des opérateurs de repérage, mais cela, j'en ai déjà parlé, mais également l'incitation au déploiement des titres professionnels du désamiantage, qui, à notre sens, contribue considérablement à l'acquisition du geste professionnel par les travailleurs ou les encadrants du domaine d'activité. Le tout en relation, bien évidemment, avec les règles de l'art, sous section 3, mais également sous section 4 sur l'autre versant, qui ont été élaborés par les professionnels et à l'élaboration desquels la DGT a contribué. Je rappelle ailleurs que nous avons également recommencé notre travail de réflexion avec le CNAM de Paris en vue de pouvoir engager de nouvelles sessions de formation de l'unité HSE 119 l'année prochaine. Alors, bon, c'est encore quelque chose à l'état de projet, tout n'est pas encore finalisé, les intervenants n'ont pas encore été contactés, mais nous avons vraiment pour objectif de pouvoir relancer cette formation et pouvoir proposer de nouvelles sessions au second semestre universitaire, c'est-à-dire en d'autres termes en février 2023, l'année prochaine.
Enfin, une fois que nous aurons effectivement fait toutes ces étapes, nous pourrons effectivement envisager la révision des derniers textes d'application, à savoir d'un côté l'arrêté du 23 février 2012, j'en ai déjà parlé, mais là c'est bien la révision en profondeur du dit arrêté, et ce pour prendre en considération tout le retour d'expérience, à savoir les actions de contrôle que les services de contrôle et d'inspection ont pu faire à destination des OFSS 3 comme des OFSS 4, mais aussi la prise en considération du dispositif Calliope. Et puis également une révision de l'arrêté du 25 juillet 2022, le nouvel arrêté certification, pour prendre en considération l'évolution, la révision des normes NFX 46010 et NFX 46011. Donc, vous voyez que le calendrier et le programme de travail de Pôle Amiante est largement chargé.